Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre rendez-vous avec l'actualité du Paris Saint-Germain. Au programme, cette semaine, nous reviendrons tout d'abord sur la belle victoire des Parisiens face à Monaco grâce à un doublé signé Mbappé. Je pense que c'était important de finir de très belle manière avec une victoire et les 3 points. Puis nous retrouverons Juan Bernat qui nous racontera les différentes étapes de son retour après avoir passé un an loin des terrains. C'est un processus très long, ça a été difficile au début mais j'étais motivé et je l'ai vraiment pris comme un défi. Enfin, nous irons à la rencontre de Kylian Mbappé pour un entretien exclusif avec le numéro 7 du Paris Saint-Germain. J'ai toujours voulu laisser mon nom dans l'histoire du foot et je continue mon petit bonhomme de chemin. Quelques jours après avoir bouclé la phase de poule de la Ligue des Champions en balayant Bruges 4-1, le Paris Saint-Germain recevait Monaco pour le dernier match de l'année au Parc des Princes. L'occasion pour les Parisiens de confirmer les belles impressions laissées face aux Belges 5 jours plus tôt. Et pour cette ultime rencontre à la maison, les coéquipiers de Lionel Messi avaient droit à un maillot au flocage particulier, un flocage doré, pour célébrer le 7e ballon d'or du maestro argentin. Messi est évidemment titulaire dans la ligne offensive parisienne aux côtés de Kylian Mbappé et André Di Maria, tandis que Marco Verratti lui était associé au milieu de terrain à Idrissa Gueye et Jorginho Wijnaldum. Malgré les absences de Neymar, Kimpembe, Ramos et Nuno Mendes, le 11 aligné par Pochettino avait de quoi faire frissonner les supporters parisiens aux 4 coins du monde, et notamment ces fans américains dont certains avaient été invités au parc en cette période de fête. Certainement galvanisés par leurs 2 victoires consécutives avant d'entrer sur la pelouse parisienne, les Monégasques vont être les premiers à partir à l'assaut. Heureusement pour Paris, Gianluigi Donnarumma était tout de suite, lui, dans son match. J'essaie toujours d'aider l'équipe au maximum et de faire de mon mieux. Je sens que l'équipe est avec moi et de mon côté, j'essaie de rendre cette confiance, mais aussi de tranquilliser tout le monde. Mission accomplie après l'alerte monégasque. Paris reprend les choses en main portées par ses Argentins. Messi tente sa chance de loin. André Di Maria, lui, fait des misères à Sidibé. Le pénalty est bien indiscutable et c'est Kylian Mbappé qui va se charger de sanctionner. Un but, le 8e de la saison en Ligue 1 qui permet au numéro 7 parisien de rejoindre Habib Diallo, Amine Gouiri et Martin Terrier en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat. Touché, l'AS Monaco tente de répliquer, mais Gianluigi Donnarumma reste imperturbable dans sa surface. Après une demi-heure de jeu, Monaco a déjà laissé passer sa chance car désormais, Paris ne laissera plus rien à l'image du duo Messi-Mbappé clinique, juste avant la pause. On a tué le match. Après, c'est vrai qu'on pouvait faire plus, mais après, voilà, c'était à eux aussi de venir nous chercher. Et voilà, en deuxième mi-temps, le rythme il est beaucoup redescendu. À l'abri, Paris se met en effet en mode gestion, mais avec des artistes comme Mbappé, Di Maria ou Verratti. Le spectacle n'est jamais bien loin. Des enchaînements techniques de très haut niveau pour faire vibrer le parc et surtout donner des idées au capitaine Marquinhos pour le plus grand bonheur des supporters parisiens.
Quand vous jouez devant vos supporters, c'est évidemment important de créer une bonne atmosphère autour de l'équipe. Jamais véritablement inquiété, Paris pousse par à coup, mais Lionel Messi manque de réussite face à Alexander Nobel. Dommage, mais pas grave, l'essentiel est ailleurs. Paris a de nouveau gagné et Kylian Mbappé, lui, en est maintenant à 100 buts en Ligue 1, sous le maillot parisien. J'aime jouer, j'aime toujours être sur le terrain, jouer tous les matchs, donc c'est un plaisir de pouvoir jouer encore aujourd'hui, d'aider mon équipe. Et voilà, j'espère continuer pour les matchs qui restent avant la fin de l'année civile. Une année qui se terminera quoi qu'il arrive tout en haut du classement pour les Parisiens qui ont parfaitement réussi leur dernière sortie au parc. Je pense que c'était important de finir de très belle manière avec une victoire et ces 3 points essentiels. De manière plus générale, je suis heureux de la performance. Une victoire 2-0, ce n'est pas rien. Juan Bernat se souviendra longtemps du 15 octobre 2021, le jour où, après 13 mois d'attente, il est redevenu un joueur du Paris Saint-Germain. Ce sera un jour que je n'oublierai jamais, car je ne sais pas s'ils chanteront à nouveau mon nom un jour. La vérité, c'est que c'était une très belle journée. Une belle journée qui a donc mis fin à plus d'1 an d'attente, la faute à ce choc face à Metz à l'automne 2020. Dès le premier moment, quand la blessure s'est produite, j'ai ressenti de la douleur, beaucoup de douleur. Et puis, peu à peu, ça a été de la peur, de l'effroi suite à ce que j'avais ressenti dans le genou. Je savais que c'était une blessure importante et quand je suis retourné dans le vestiaire, le docteur a effectué un deuxième test et m'a confirmé que ça devait être les ligaments croisés qui étaient touchés. Il m'a dit qu'il faudrait encore faire d'autres tests, mais qu'il préférait être clair avec moi. Et voilà, à partir de ce moment-là, je n'ai pensé qu'à me rétablir, à travailler dur pour pouvoir de nouveau faire ce que j'aime le plus au monde, jouer au football. Mais avant de pouvoir rejouer, il a fallu travailler dur pour passer du statut d'homme blessé à celui d'athlète de haut niveau. C'était un processus très long, ça a été très difficile au début, mais j'étais très motivé. En fait, je l'ai vraiment pris comme un défi. Au final, en fait, il faut accepter les blessures, même si c'est le pire aspect du football. Je pense qu'il faut beaucoup de force mentale, être prêt psychologiquement et surtout faire beaucoup de sacrifices, travailler beaucoup. C'est la seule clé. Un travail qui se fait en plusieurs étapes, histoire de peu à peu reprendre confiance en son corps et en ses capacités. Dans les premiers temps après la blessure, je me suis entraîné seul. Et à ce moment-là, vous avez encore comme une gêne dans le genou, un peu d'appréhension, de peur aussi. En fait, on n'est pas complètement remis. Et puis, on recommence à courir, la confiance revient petit à petit au fur et à mesure des entraînements, alors on peut en faire de plus en plus et la peur disparaît. Mais attention, la convalescence n'a rien d'un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas et pour surmonter ces obstacles, Juan Bernat a pu compter sur ses coéquipiers. Après, bien sûr, on passe aussi par des moments compliqués. Quand par exemple on est sur le point de revenir mais qu'on doit encore patienter parce que l'on n'est pas totalement prêt. Ça, ce sont des vrais coups durs. Et c'est là qu'il faut être bien entouré, que ce soit par les coéquipiers ou la famille, les amis. Avec leur soutien, tout devient plus facile. Mes coéquipiers, par exemple, ont toujours été avec moi, ils m'ont toujours soutenu, m'ont montré leur affection et là aussi, lorsque le match s'est terminé, ils m'ont félicité, ils étaient heureux pour moi, heureux que je sois de retour et ce sont des choses que je n'oublierai pas.
J'ai toujours senti que les supporters aussi me soutenaient et m'envoyaient beaucoup d'affection. Et désormais, c'est quelque chose que moi, je veux leur rendre sur le terrain. En tout cas, je ferai tous les efforts. L'émotion était très forte. Rien qu'en y pensant, j'ai les poils qui se hérissent sur les bras. Au final, je suis quand même resté 13 mois sans pouvoir jouer. Alors c'est un jour que je n'oublierai jamais. Dès le moment où je suis entré sur le terrain, tout le public s'est mis à m'applaudir, à scander mon nom. C'était vraiment quelque chose d'incroyable et je veux sincèrement les remercier pour toute cette affection qu'ils m'ont donnée. Mais attention, cette entrée en jeu n'est pas une fin en soi, au contraire, ce n'est que le commencement, le début de la deuxième vie de Juan Bernat au Paris Saint-Germain. Le corps a besoin de s'adapter, ça faisait 13 mois que je n'avais pas joué. Alors, même si je m'étais entraîné 1 mois et demi, presque 2 mois avec le groupe, je n'étais pas vraiment prêt parce que l'entraînement c'est différent des matchs. Dès le lendemain d'ailleurs, j'ai senti que mes jambes étaient très fatiguées, mais ça fait partie de toutes ces choses que je voulais retrouver. Retrouver cette sensation de fatigue après les matchs, je voulais me sentir crevé, me sentir mort. Alors, quand j'ai ressenti ça, je me suis dit que c'était bon, j'étais de retour. C'était une période très difficile et très longue pour moi, mais maintenant, je peux dire que je suis de retour et en bonne santé. Maintenant, j'espère simplement profiter du foot. Mon objectif, c'est de jouer le plus possible et de récupérer de cette année loin des terrains. Depuis le revers face à l'OL le 14 novembre dernier, rien ne semble capable d'arrêter les filles du Paris Saint-Germain. La preuve, avant de recevoir Bordeaux, Didier Olé-Nicole et ses joueuses restaient sur 4 matchs pour 4 victoires avec 18 buts marqués. Et pas un seul encaissé, un parcours parfait que les Parisiennes comptaient bien poursuivre face aux Bordelaises. Résultat, dès le coup d'envoi, Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières vont se ruer à l'assaut du but des Girondines. Très vite, la rencontre prend des allures d'attaque-défense. Les Parisiennes font le siège du but gardé par Barbora Votikova. Quand il y a une équipe qui défend, qui est bien organisée, c'est souvent difficile de trouver la faille. Le plus important, c'est de marquer ce premier but pour que le bloc adverse, le verrou, se desserre un peu. Malheureusement, la défense bordelaise semble hermétique. En première période, les rouges et bleus vont multiplier les offensives, mais sans jamais réussir à trouver la solution. On a fait circuler le ballon, mais sans vraiment faire mal à l'adversaire, parce qu'on a manqué beaucoup d'intensité sur cette première mi-temps. Et puis entre la première et la deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit. En deuxième mi-temps, on a retrouvé une équipe avec beaucoup plus d'agressivité dans la récupération du ballon, dans leur camp. On les a beaucoup plus pressés, et puis on a fait des sprints, on a fait des courses, on a fait les efforts qu'il fallait pour leur faire mal. Effectivement, après la pause, les championnes de France semblent animer d'autres intentions. Mais rien n'y fait. La réussite semble les fuir désespérément. On a des super joueuses devant et c'est vrai que quand tu rates une occasion, 2 occasions, on a l'impression que rien ne va pour nous, mais voilà, il faut s'encourager. Et à force d'insister, à force de s'obstiner, la muraille finit par céder. Ce but de Sakina Karchaoui soulage tout le monde. Il était temps.
Kadidiatou Diani s'offrira bien une dernière tentative, mais il était écrit que les Parisiennes n'auraient pas le droit à un nouveau festival offensif. Pas grave, elles remportent tout de même les 3 points et continuent donc de talonner l'OL en attendant de prendre bientôt leur revanche. C'est bien pour la suite. Et puis maintenant, on sait qu'il y aura un mano à mano entre Lyon et nous, jusqu'au bout. On va tout faire pour aller le chercher. On lâchera rien à ce niveau-là. À suivre dans This is Paris, un entretien exclusif avec Kylian Mbappé. Puis nous revivrons quelques-uns des plus beaux buts en Ligue 1 du prodige sous le maillot parisien. Ça va pas durer longtemps, les gars. Dans son histoire, le Paris Saint-Germain n'a remporté qu'une seule fois la Coupe Gambardella, c'était en 1991. Depuis, les U18 du club de la capitale ne sont allés qu'une fois en finale, mais cette année, Zoumana Camara et ses joueurs semblent déterminés à aller au bout. Lisieux, premier adversaire des Titi, peut témoigner. C'est bien simple, chez eux, les Normands n'auront tenu qu'un quart d'heure, le temps pour Nehemia Fernandez-Vélis de s'offrir un doublé de la tête. Face à une équipe de Lisieux incapable de faire le jeu, les Rouges et Bleus ont su rester concentrés et appliquer mieux. Nehemia Fernandez-Vélis est passé tout près de signer un triplé, mais il a touché du bois. Ensuite, c'est le gardien de Lisieux qui s'est mis en évidence, repoussant plusieurs tentatives parisiennes. Démanqué sans conséquence, car juste avant la pause, Noah Lemina va enfin marquer ce 3e but tant attendu. Pas de quoi cependant rassasier des titis véritablement affamés. Paris va donc continuer à pousser et finalement c'est Lemina, encore lui, qui trouve le chemin des filets. « 4-0 et bientôt 5-0 grâce à Hugo Lamy. De quoi vivre une fin de match en toute tranquillité. Une fin de match peut-être un poil trop tranquille. Lisieux va en profiter pour sauver l'honneur, un détail pour des titis qui ont une nouvelle fois impressionné. Kylian Mbappé n'a peut-être jamais paru aussi fort. Depuis l'été, l'attaquant du Paris Saint-Germain multiplie les performances de haut vol, un début de saison de très haut niveau qui rejaillit sur le collectif. On est qualifié en 8e de finale et on est premier en championnat, donc c'est une bonne première partie de saison. Et cette bonne première partie de saison doit donc beaucoup au prodige de Bondy. Buteur, passeur, Kylian Mbappé est tout simplement un leader, bien décidé à marquer l'histoire, par quelque moyen que ce soit. J'ai toujours voulu laisser mon nom dans l'histoire du foot et je continue mon petit bonhomme de chemin. Après, je pense que pour marquer l'histoire, il n'y a pas que le facteur statistique. Je pense qu'il faut créer de l'émotion. C'est comme ça aussi que ça reste. Mais le facteur statistique, c'est un facteur aussi. Je pense que quand tu regardes les chiffres, ça ne ment pas. Voilà, ça résume un impact, ça résume une certaine présence, une certaine régularité. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça.
Par exemple, l'année dernière, j'ai fait une super année individuelle, j'ai mis plus de 40 buts. Voilà, j'ai marqué à la Ligue des Champions, j'étais le meilleur buteur sur l'année civile, mais on n'a pas gagné le championnat, on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc à la fin, si tu dis est-ce que ça vaut le coup de mettre 50 buts si tu ne gagnes pas? Non, je préférerais en mettre un peu moins, mettre une trentaine, faire des passes décisives et qu'on prenne le championnat et la Ligue des Champions. Donc les objectifs individuels, bien sûr, c'est bien, mais si tu ne gagnes pas, tu apprécies à moitié, quoi. Donc c'est vraiment de gagner des titres, gagner la Ligue des Champions, gagner le championnat, gagner la coupe. Voilà, c'est le plus important. Et pour atteindre tous ces objectifs, Kylian Mbappé a un peu fait évoluer son jeu. L'international français est toujours tueur devant le but, mais cette saison, il impressionne aussi par sa capacité à faire jouer les autres, lui qui a déjà délivré 15 passes décisives. C'est quelque chose que j'avais, mais que j'ai perdu un peu quand j'ai commencé à marquer beaucoup de buts. Parce que voilà, quand tu marques beaucoup de buts, tu veux les buts. Mais parfois aussi, comme j'ai dit, quand tu veux être un grand joueur, un joueur qui reste, un joueur spécial, quand tu peux faire les deux, il faut pas se priver. Parce que tu donnes à la fois un plaisir à un copain, mais tu montres aussi que tu peux être imprévisible. Voilà, aujourd'hui, avec le nombre de passes que j'ai faites, on ne sait pas si je vais tirer ou si je vais passer. Alors qu'avant, bien sûr, j'ai marqué pas mal de buts, des buts forcés aussi que j'ai mis grâce au talent, mais les gens s'attendaient à ce que je tire. Oui, Kylian, c'est le buteur de l'équipe, il va tirer. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus imprévisible. Et puis, il y a aussi la nécessité de partager le gâteau dans une équipe de Paris qui n'a probablement jamais aligné autant de talents offensifs simultanément. Il ne faut pas non plus trop en prendre parce que les autres aussi doivent manger. Après, c'est une question d'équilibre. Je pense que même, tu sais que tu as des grands joueurs autour de toi, le mieux c'est qu'ils soient contents parce que des grands joueurs quand autour de toi, tu vas en bénéficier, même si tu ne marques pas. Tu vas prendre du plaisir et tu vas réussir à gagner des titres parce que c'est pour ça qu'on est là aussi. Mais bien sûr que quand tu joues avec des joueurs comme Messi ou Neymar, tu peux pas sur 12 ballons frapper 12 fois, c'est pas possible. Il faut savoir aussi donner aux copains, faire plaisir aux copains. Et c'est normal parce que c'est des joueurs qui vont nous apporter et vont nous aider à gagner. Et pour qu'ils y parviennent, il faut qu'ils se sentent comme chez eux à Paris, un processus qui prend du temps, même pour un septuple ballon d'or. L'adaptation elle est plus rapide quand le lien humain il est fort. Donc c'est parce que ça vous aide, vous avez moins de complexes, vous avez moins de craintes. Parce que bien sûr quand il y a des nouveaux joueurs, le nouveau joueur il arrive avec des certitudes, il arrive avec des schémas qu'il a travaillés. Vraiment un joueur comme Messi, il a joué 15 ans à Barcelone. Pendant 15 ans, il a fait la même chose à Barcelone. Ça a marché, il arrive ici, c'est différent. Donc il faut s'adapter. C'est un joueur où aussi on doit s'adapter. Tu apprends à connaître le joueur. Parce qu'il y a une différence entre voir le joueur à la télé. On a tous regardé les matchs des joueurs qui sont arrivés. C'était des joueurs qui étaient connus. Hein. Mais voilà, quand tu les vois ici, ils sont différents. Tu sais que lui, voilà, il aime ça, il aime un peu moins faire ci, faire ça. Donc c'est ça aussi, quand on dit l'adaptation, c'est analyser ses coéquipiers. Et Kylian Mbappé a forcément un rôle à jouer dans l'adaptation des nouveaux arrivants, car même s'il n'a pas encore 23 ans, le numéro 7 parisien fait désormais partie des cadres du vestiaire rouge et bleu. Je suis bien avec tout le monde. Après, je parle plusieurs langues, donc ça aide aussi, parce qu'il y a des joueurs qui ne parlent pas. Donc c'est facile aussi. Après, je pense que ça fait longtemps que je suis là, donc je fais partie des leaders du vestiaire. J'essaie d'aider tout le monde, parce que je pense que je suis convaincu qu'on aura besoin de tout le monde pour gagner, parce qu'on a beaucoup de grands joueurs. Et que l'heure de chacun va arriver. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus dans l'attente, dans les starting blocks, comme on dit, mais dans la saison, il y a toujours un moment, ça arrive, quand tu es joueur, il y a ton moment. Tu as une saison, c'est ton moment. Donc, on aura besoin de tout le monde et c'est ça aussi, de rassembler parce que voilà, c'est tous ensemble qu'on va vouloir gagner des grandes choses parce que c'est ce qu'on veut. Ce qu'il veut, Kylian Mbappé n'a jamais eu peur de le dire haut et fort, lui qui ne craint pas la pression. Bien au contraire. J'ai besoin de sentir la pression, j'ai besoin de sentir l'enjeu. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours voulu avoir des responsabilités sur les épaules, avoir plein de pression, quitte à parfois décevoir, mais c'est l'apprentissage. Voilà, je ne me suis jamais caché. Je pense que ça fait partie de l'adrénaline. Je pense qu'on joue aussi pour jouer des matchs à pression, des matchs que tout le monde veut regarder. Donc la pression, je la prends positivement et j'aime bien. Donc j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je pense que ça me pousse aussi à ne pas m'endormir et à être le plus régulier possible pour mon équipe. Face à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a inscrit son 100e but en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain, un total impressionnant à même pas 23 ans. Et ce n'est certainement pas terminé, mais en attendant la suite, voilà quelques-unes
de ses plus belles réalisations en rouge et bleu.